Bonjour, je suis Hélène Frébourg. Je suis coach et auteure sur la question du mieux vivre avec la maladie chronique, mieux vivre avec la santé. J'ai créé un podcast en plusieurs saisons et sur le cercle joyeux du mieux vivre. C'est le podcast qui réunit les entrepreneurs de la vie avec écologie et solidarité joyeuse. Alors, pour clôturer cet automne avec mes 10 premiers épisodes, j'ai décidé de faire un remix sur la question que j'ai posée à tous mes invités sur le lien entre la santé et l'alimentation. Dans l'épisode précédent, nous avons fait le tour des 5 premiers invités. Alors aujourd'hui, passons aux 5 suivants. Allez-y, c'est parti! Et je répète, comme je l'avais dit sur le numéro 1 de cette session alimentation et santé, il est préférable d'aller voir ce podcast sur YouTube car je ne suis pas douée en montage du tout. Donc, j'ai fait une revision des épisodes et pas du tout un montage à partir des bandes-son originales parce que je ne sais pas et je n'y arrive pas. Donc, je suis désolée pour la qualité globale du son, mais c'est le fond qui compte. Et comme je tords le cou à mon driver soit parfaite, j'essaye de faire de mon mieux. Et pour l'instant, mon talent est plutôt de rassembler des personnes qui ouvrent les horizons et qui nous délivrent un contenu absolument merveilleux. En tous les cas, moi, je suis émerveillée par ce que me racontent mes invités et cette question du lien à l'alimentation et la santé est fondamentale pour moi dans mon parcours de vie et je pense qu'elle l'est pour chacun, qu'on soit malade chronique ou en santé. Alors, c'est parti. On revisite les 5 invités de cette première série. Allez, zo! Alors, je commence par Carole Valnier, qui est professeure de yoga, responsable de la marque employeur d'un très grand groupe, et elle est aussi la marraine de Nala au refuge Groin-Groin, et elle est maman d'un chat que nous avons vu lors de l'enregistrement. Alors, Carole Valnier dit « L'équilibre dans la vie passe par la connexion entre le corps, la respiration et l'esprit. Apprentissage et le beau. J'aime bien découvrir de nouvelles choses. » Ah, c'est fabuleux tout l'univers de Carole Valnier et j'avoue que je suis émerveillée de voir comment elle construit son équilibre de vie. Alors voyons maintenant sa réponse à ma question sur le lien entre l'alimentation et la santé. Et j'ai mis un petit peu avant où elle parle de sa fameuse filleule Nala. Je partage l'écran. Alors Nala, qui est Nala? Donc ma filleule qui est hébergée comme un certain nombre de cochons dans un refuge. C'est souvent des cochons qui arrivent à s'échapper des univers concentrationnaires qu'on vient de décrire et qui sont récupérés par des gens qui les amènent dans des refuges spéciaux. Donc ce refuge a un nom assez amusant qui est le refuge Groin-Groin. Voilà. Donc, c'est que des cochons, alors, du coup, là, ce refuge-là. Alors, on va dire que c'est à 80% des cochons, mais il y a aussi des ânes, des chèvres, des chats, des chiens, etc. Mais bon, 80% des cochons. Mm-hmm. Nala, comme beaucoup de cochons qui ont vécu dans ces univers épouvantables, a perdu la vue. Et ses yeux étaient très infectés, donc ils ont été obligés de lui retirer les globes oculaires. Désolée, c'est pas très ragoûtant. Mais alors, elle est hyper joyeuse. Donc, l'avantage de ce refuge Groin-Groin, c'est qu'on a la fiche des animaux que l'on parraine. Donc, on voit comment ils évoluent. Il y a des petits films qui sont très souvent mis en ligne. On voit qui sont ses copains, avec qui elle se frite de temps en temps. Bon, malheureusement, il y a plusieurs cochons comme elle qui ont perdu la vue. Et en fait, elle est très joyeuse. Et déjà, les animaux, quand on s'intéresse aux animaux, on s'aperçoit que le cochon, c'est un animal qui est à la fois extrêmement sensible, très intelligent,
Pour la petite histoire, Georges Clooney, qui est aussi un fan d'animaux, avait dans ses grandes maisons, je ne sais où, plusieurs animaux, des chiens, etc. Et il avait aussi un cochon auquel il était très, très attaché. Et en fait, il disait qu'il était épaté par l'intelligence du cochon, mais même par rapport à ses chiens, le cochon était 100 fois plus intelligent que son chien le plus intelligent. Donc voilà, moi j'étais très contente de pouvoir aider un cochon. Et je suis ravie de savoir que Nala, donc, est très joyeuse, qu'elle gambade tout le temps. Elle a une copine qui s'appelle Gertrude. Et voilà, je les vois très régulièrement gambader. Et j'espère pouvoir, cette année, aller la voir aller près de Laval, je crois. Voilà. Mais j'ai les petites vidéos en attendant et je la trouve trop mignonne. Mais écoute, tu vois, je découvre aussi quelque chose. Je ne savais pas qu'il y avait des refuges pour ce type d'animaux de ferme, où effectivement, maintenant, c'est justement plus des animaux de ferme, mais des animaux de ces grands élevages industriels. Et on a perdu complètement le contact qu'on a pu avoir. On a grosso modo le même âge, on a pu avoir ça dans notre enfance, mais maintenant, il n'y a plus tout ça dans les fermes. Donc, j'avais même pas idée. Et quand on a parlé sur Instagram, j'étais vraiment surprise. Je ne savais pas du tout que ça existait. Et en tous les cas, ces parrainages-là sont une bonne façon aussi de faire passer le message et puis de reconnecter. Donc, bravo à toi de t'intéresser à tout ça et de venir nous le partager. Et ben, écoute, pour aller sur la fin de notre entretien, tu as écouté, je crois, plusieurs précédents épisodes. Alors, tu sais qu'il y a 2 questions pour tous les invités de manière identique. Dans ton quotidien, comment fais-tu le lien entre ta santé et ton alimentation? Alors déjà, je pense qu'on a tous un peu en tête la phrase d'Hippocrate qui est de dire que l'alimentation est ta première médecine. Ensuite, moi j'ai ma mère qui a vécu toute son enfance dans une ferme, qui était enfant de fermier, etc. Nous a toujours appris à cuisiner les légumes du moment. On ne mangeait pas de plats transformés, etc. Donc moi j'ai pas eu l'habitude de ça. Et puis en fait, je pense aussi à une phrase qu'on utilise, alors y compris dans les projets d'entreprise, mais qui est le garbage in, garbage out. Le fameux effet gigot, c'est valable sur nous aussi. Si on absorbe des aliments épouvantables, forcément on ne va pas bien. Confère le film Super Size Me qui a été fait par un Américain au milieu des années 2000 pendant 30 jours, seulement 30 jours, en mangeant chez McDo matin, midi et soir, il a pris 11 kilos et il a eu des effets sur sa santé au bout de 2-3 semaines. Donc je crois qu'on a aujourd'hui tous les infos pour se dire ok, il faut arrêter avec ça. Donc moi, en tout cas, je n'ai jamais commencé, c'est l'avantage. Alors c'est sûr que ça demande un peu de temps de cuisiner, de faire ses courses, d'aller choisir des bons produits et tout. C'est pas forcément une question de budget. Moi, je suis une grande adepte de France Guillain, que tu dois connaître, oui, bien j'imagine. Sûr. Ouais. Voilà, moi je mange quasiment un miam aux fruits tous les matins, donc petit assemblage de fruits, d'huile et de graines broyées. Le miam aux feuilles aussi, qui a été le miam aux feuilles, c'est comment on compose une assiette avec 5 types d'aliments pour avoir un repas équilibré. Voilà, c'est à la portée de tout le monde, c'est pas un truc de bobo, mais c'est sûr que ça demande le temps de se poser, d'aller choisir des aliments, etc. et de les cuisiner. Donc oui, ça prend du temps. Après, peut-être qu'on regardera un épisode de moins de la série Netflix du moment, mais qu'au moins on aura bien mangé. En tout cas, moi, ça me paraît une évidence. Quand on est végétarien aussi, on redouble de vigilance sur tout ce qu'on mange, puisqu'on est obligé de faire des choix équilibrés, histoire de ne pas avoir des manques de calcium et autres. Et puis, j'ai découvert, et tu m'as aidé dans cette prise en main, le vitaliseur de Mario. J'allais en parler, oui, voilà. Voilà, qui permet effectivement la cuisine à la vapeur douce, donc qui ne dépasse pas 95 degrés. Qui est un outil absolument formidable pour cuire et cuisiner à peu près tout. Qui ne coûte pas du tout le prix d'un Thermomix. Alors, c'est sûr que ça ne va pas vous faire la purée toute seule. Ça, il faut un peu d'huile de poudre. Mais franchement, les légumes ont un goût mais incomparable. Faire cuire des œufs, c'est parfait. Moi, ce que je reproche juste, c'est que quand on achète le matériel, c'est livré avec un espèce de petit book qui n'est pas extraordinaire. Et puis surtout, ils proposent un abonnement. Moi, je déconseille de prendre l'abonnement.
un magazine qui s'appelle 95 degrés, où on a l'impression que c'est que pour des chefs 2 et 3 étoiles, parce que les ingrédients sont introuvables, il faut des heures de préparation, donc inutile de dire que le truc il reste dans un coin. Alors heureusement, maintenant, il y a des groupes Facebook de gens qui se donnent des bonnes recettes de cuisine de famille. Voilà, on peut faire un gâteau au chocolat, cuire un œuf, du riz, un poisson, une viande, je ne sais quoi. Et franchement, mais quand on a mangé des légumes cuits au vitaliseur de Marion, bah, ils n'ont pas la même couleur, ils n'ont pas la même saveur. On sait qu'ils gardent toutes les vitamines et les sels minéraux. Il faut juste faire attention quand on ouvre le couvercle à bien jeter l'eau qui était dedans, puisque la particularité, c'est que c'est ce qu'on appelle la cuisine quantique, c'est-à-dire que tout est calculé suivant le nombre d'or. Et effectivement, l'eau de la vapeur ne retombe jamais sur les aliments. Voilà, c'est formidable. Ça demande un investissement parce que ça coûte à peu près 200 €. Il y a toujours des promos. Hein. C'est intéressant quand on va en acheter un d'attendre une promo ou d'aller sur un groupe Facebook et demander un code à quelqu'un. Pour faire le Thermomix qui est à plus de 1 000 €, enfin, franchement, moi, j'ai pas envie d'un Thermomix. En plus, je trouve ça très laid, même si ça a plein de trucs pratiques. Mais le vitaliseur de Marion, je m'en passerais pour rien au monde. Bah pour moi, c'est pas du tout comparable. Moi, j'ai eu un vitaliseur à Noël, je réfléchis pour pas dire de bêtises, à Noël 2006, où j'étais vraiment dans mes années horribles, où j'étais vraiment malade. Et pour moi, ça a été le premier gros départ vers le bien, en fait. C'était mon médecin à Bordeaux qui était exceptionnel et qui m'envoyait sur plein de sujets alternatifs et qui m'avait dit allez voir Machine dans la banlieue de Bordeaux, faire des ateliers, etc. Et puis acheter ce vitaliseur et puis changer votre alimentation en mangeant plein de légumes au vitaliseur. C'est comme ça que ça a commencé pour moi de voir qu'avec la fibromyalgie, on pouvait vraiment renverser les choses avec l'alimentation. Tu disais que c'est évident, le lien entre l'alimentation et la santé, mais ça l'est pas tant que ça. Moi, c'est ce que j'ai découvert d'abord sur ma propre histoire, et puis en discutant avec les autres malades de fibromyalgie et de ces maladies inflammatoires. C'est pas si évident, et c'est pas si évident après de retourner les choses de façon à reproduire quelque chose de positif. Les effets ne sont pas immédiats. Mais en tous les cas, moi, depuis Noël 2006, je vis avec mon vitaliseur. Il est en permanence sur la plaque, il n'est jamais dans un placard, il est sur sa plaque et il sert quasiment tous les jours. Bon, il est un petit peu cabossé parce que malheureusement j'ai fait tomber le couvercle et mon père me l'a un peu réparé et voilà, mais il marche, ça n'a pas mis en défaut son fonctionnement. Et quand les rares fois où je suis partie en vacances ou en cure thermale pendant 3 semaines, je l'emmène. Parce que je ne sais plus me faire à manger autrement maintenant. Et c'est très bien que tu en parles. Je saisis l'opportunité justement pour rebondir parce que s'il y a un truc à faire, on peut déjà commencer par ça. Et l'investissement, effectivement, c'est dans les 200-250 €. On peut se dire, c'est cher. Oui, mais enfin, ça change tellement tout. Et puis après, on n'a plus besoin de rien d'autre. Hein, donc, c'est ça. Voilà. Donc, ça. Effectivement, le secret, comme tu dis, c'est de le laisser tout le temps sortir. Exactement. Et puis, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui facilite la prise en main parce qu'au début, on peut être un peu déconcerté. Moi, j'avais fait des ateliers avec une femme qui s'appelle Catherine à Bordeaux, mais qui n'existe plus. Je ne me souviens plus de son nom, mais peu importe. Et j'avais fait des premiers ateliers comme ça de cuisine dite vitalité. Et c'est vrai que ça m'avait donné l'élan parce qu'au début, on ne sait pas trop bien. Alors moi, je reconnais que j'en ai un usage certainement restreint ou parce que je mange... Finalement, maintenant, ce que je peux manger est assez restreint, mais j'ai trouvé ce qui me convient, donc je cultive ça. Donc moi, c'est les légumes, des légumes et des légumes, le poisson, le tofu et le riz. Je cuis mon riz, mes légumineuses et tout ça dedans. Donc tout ce que je mange, en fait, est cuit là-dedans. Il y a un petit peu de wok l'été, mais très, très peu. Par contre, je ne me lance pas à faire des gâteaux alors qu'on peut le faire. Mais comme j'essaye pour le gluten et que je pense que le problème, il est plus que le gluten, il est qu'on mange trop de farine. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus manger de farine. Voilà, du tout. Donc, alors pas à 100%, mais enfin, je pense qu'il faut aller plus loin sur le sans gluten. Et du coup, je ne fais pas de gâteau dit sans gluten. Voilà.
dans l'idée de réduire les farines qui collent les intestins et c'est pas une bonne chose pour l'inflammation. Enfin bref. Donc ça m'amuse qu'on partage ça parce que tu vois, on pourrait continuer longtemps. Alors je précise pour France Guillain, elle est très connue aussi pour les bords dérivatifs et elle est dans la même lignée que le docteur Kousmine et que Marion Kaplan qui a créé le vitaliseur. Et quand on s'intéresse à l'alimentation pour faire baisser l'inflammation, on tombe forcément sur ces personnes-là et le docteur Seignalé. Donc voilà, là j'ai cité les 4 noms principaux. On a la clé et je vois que tu es devant ça. Donc voilà, on retombe toujours sur les bons trucs, hein. Même si ça paraît un peu bizarre au début, mais voilà. Alors pour terminer. Voilà, c'était un super partage. Alors, vous allez dire que j'ai parlé plus que Carole, c'est peut-être un peu vrai, mais elle m'a lancé sur le vitaliseur et franchement, s'il y a une clé, c'est bien celle-ci. Je la répète, les légumes, c'est d'abord ça la première clé, mais ce vitaliseur qui permet finalement de constituer son assiette équilibrée du repas principal du déjeuner, moi, c'est ce qui m'a fondamentalement changé la vie. Et je tiens absolument à ce partage. Je ne suis pas du tout commissionnée sur le vitaliseur et sur aucun matériel par choix. Et donc, je vous le dis avec vraiment grande sincérité. Et j'étais ravie que ce soit Carole qui lance le sujet. Donc, voilà. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec Boris Lodieski, qui est éleveur de border terrier près de Gournay-en-Bray en Normandie. Je l'ai rencontré récemment parce que parce que j'ai décidé d'avoir un border terrier et dans ma recherche, je suis tombée sur cet éleveur exceptionnel. Et quand on a discuté ensemble, j'ai découvert que son parcours de vie et son chemin d'entrepreneur était passionnant. Et puis là, sur la question de l'alimentation, je vous avoue qu'il m'a bien fait rigoler. Je vous laisse l'écouter et je vous dirai après pourquoi ça m'a fait rigoler. Voilà, je laisse la parole à Boris Lodieski. Élevage en fait. Voilà, alors pour terminer, tu sais que dans mon podcast, je pose à tous les invités les 2 mêmes questions, donc tu ne vas pas y couper. Voilà la question qui fait le lien entre la santé et l'alimentation. Comment toi tu fais dans ton quotidien pour faire le lien entre la santé et l'alimentation? Alors, depuis très très jeune, même si aujourd'hui j'ai de l'hypertension, mais depuis très 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 jeune, j'ai été. C'est quelque chose que je ne peux pas l'expliquer parce que c'est pas l'éducation que j'ai eue de mes parents. Mais depuis très jeune, j'ai toujours désiré manger équilibré et sainement. Je me rappelle très bien d'embêter très régulièrement ma mère en lui disant que ça m'embêtait de manger 3 fois des pâtes dans la semaine, ou des pommes de terre ou du riz. Et donc, elle ne comprenait pas et je pense qu'aujourd'hui, elle comprend le sens que je donnais. Et je n'avais pas fait d'études de nutritionniste ni quoi qu'est-ce, mais ça me paraissait du bon sens de manger diversifié. Et donc, aujourd'hui, je mange beaucoup de légumes avec beaucoup de féculents, mais pas que des féculents comme pommes de terre, mais aussi des haricots rouges, flageolets, pois chiches, lentilles, quinoa, donc tout ce qui peut sortir des pommes de terre. Comme tu l'as compris que la pomme de terre, c'est pas mon aliment préféré. C'est pas un bon aliment, la pomme de terre, de toute façon.
Par contre, la légumineuse, c'est riche en protéines et en plein de vitamines B, K et P, je sais pas quoi, qu'on n'a pas tellement par ailleurs. Donc, c'est tellement riche que… Donc, en fait, je mange très diversifié. J'aime beaucoup les crudités aussi. Là, j'ai commencé la saison des soupes, donc j'aime beaucoup les légumes. Ça ne me dérange pas. Alors, je mange aussi de la viande, mais j'ai tendance à manger de la viande rouge, un grand maximum 2 fois, mais c'est très rare par semaine. Je suis pareil sur la protéine, je suis quand même très varié avec les œufs, avec le poisson. Donc, c'est rare que je… De toute façon, c'est pas rare. Je ne mange pas la même chose 2 fois dans la semaine. C'est-à-dire que sur 14 repas qu'il y a dans la semaine, je ne mange pas la même chose. C'est quelque chose que je me suis instauré très, très jeune. Dès que j'ai commencé à faire de la cuisine et à avoir mon chez-moi, je ne mange pas. Après, c'est répétitif sur le mois, hein, ça c'est évident, parce qu'on n'a pas non plus une palette. Et si on est respectueux après de notre environnement, on ne va pas acheter des produits qui viennent de l'autre bout de la terre pour avoir une alimentation qui est diversifiée. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est que depuis quelques années, je n'achète plus d'avocat, j'achète plus de mangue, j'achète plus de litchi, voilà, j'achète plus de ces produits qui traversent la moitié de la terre ou qui viennent de l'autre bout de la terre pour pouvoir nous nourrir. C'est du non-sens pour moi. On a ce qu'il faut localement, et j'ai la chance de vivre en Normandie. J'ai la chance de vivre dans le Pays de Bray, où c'est une région où j'ai beaucoup de petits producteurs, notamment sur le lait, la crème, le beurre, le fromage. Donc, il y a une diversité de produits au Pays de Bray qui est important. J'ai trouvé un petit producteur de viande de bœuf qui est pareil, c'est un petit producteur, donc il fait 2 bêtes tous les 2 mois. Donc voilà, il ne vit pas de ça. Hein. Mais c'est du très, très local, du circuit extrêmement court. J'ai un petit maraîcher qui est à côté, qui est pareil, qui fait ses fruits et légumes dans le raisonné. C'est pas du bio, mais c'est du raisonné, donc il n'utilise pas des produits chimiques à tout va pour pouvoir éradiquer s'il a une infection de maladie ou quoi qu'est-ce. Donc j'ai la chance d'avoir eu cette culture-là que j'ai appris, je ne sais pas comment, mais que pour moi, ça c'est du bon sens. J'ai la chance d'être dans le Pays de Bray où je profite de ces petits producteurs. Et aujourd'hui, je me sens franchement en pleine forme. Avant, quand j'étais directeur de magasin, le repas du midi, ça m'arrivait majoritairement d'emmener ma gamelle parce que je faisais attention à ce que je mangeais. Moi, je faisais déjà attention à ce que je mangeais. Mais après, il y a quand même beaucoup de repas d'affaires, entre guillemets, qui se font, des repas avec les collègues, les repas avec ses collaborateurs, qui fait que on ne mange pas non plus très équilibré sur la semaine. Donc, lorsque j'ai arrêté d'être directeur de magasin, que j'ai mis à faire à manger midi et soir, j'ai perdu, et en marchant en plus tous les jours pour les chiens et pour moi-même, j'ai perdu en l'espace d'1 an, alors je ne les ai pas perdus tout de suite, mais je les ai perdus en l'espace d'1 an, j'ai perdu pratiquement plus de 12 kilos. Donc, comme quoi l'effet du stress, l'effet d'alimentation et l'effet de faire un peu de sport par jour a un effet sur sa santé. Ça, j'en suis plus que convaincu. On est ce qu'on mange. Ça, j'en suis aussi très convaincu. Et j'ai un rapport à la nourriture. Alors, je suis un bon vivant, donc j'aime bien manger. J'aime bien même beaucoup manger. Mais à contrario, à côté, je suis levé depuis 6h30 le matin. Mes derniers chiens rentrent à la maison. Bon, là, ça va être un peu plus tôt parce qu'on a changé d'heure. Mais sinon, mes derniers chiens rentrent à la maison, il est plus de 20h. Je m'occupe encore des chiots quand j'en ai entre 20h et 21h, voire 22h. Donc, j'ai des journées qui sont assez importantes. Je marche au moins 1h30 à 2h par jour, 6 jours sur 7. Et ce n'est pas
par obligation, je le fais avec plaisir de marcher avec mes chiens et ça me fait énormément du bien. Donc oui, l'alimentation a un lien sur notre santé, ça c'est indéniable, j'en suis convaincu. Oui, c'est bien ce que je pense aussi et que j'ai expérimenté moi par rapport à ma maladie et je le raconte plus en détail dans mon podcast de la saison 2 et j'aime bien revenir sur ce point-là avec chacun des invités, quel que soit l'horizon dont vient l'invité, j'aime bien que la personne explique justement le lien entre l'alimentation et la santé parce que bien souvent, quand on est malade chronique, on a du mal à faire ce lien-là. Et j'aime bien voir des gens qui sont en bonne santé ou qui se sont remis de mauvais passages et que maintenant ça va mieux. Et qui expliquent justement que ce fort lien. Et je trouve que c'est important que chacun puisse le raconter à sa façon. Et pour moi, c'est ça, l'alimentation et marcher, c'est ce qui fait qu'on est en bonne santé. Et on est bien d'accord sur ça et j'en profite pour te remercier du fameux pot-au-feu qu'on a mangé au restaurant l'autre jour parce que moi je mange quasiment plus de viande et ça m'a paru vraiment très très bon à tel point que j'en ai refait un chez moi et je sais pas si c'est ça qui a détraqué la météo parce que 3 jours après il y a eu la tempête Aurore mais c'est vrai que quand là, je suis allée acheter de la bonne viande à un bon boucher sur la place du marché de Deauville où il y a un boucher qui va chercher dans les élevages, là, dans l'arrière-pays du pays d'Auge. Et c'est vrai que quand on a des bons produits, c'est à la fois un plaisir et c'est à la fois de la qualité pour la santé. Et puis après, quand on peut le partager en repas à plusieurs, c'est la convivialité et ça, c'est important. Alors, Alors voilà, ce qui m'a fait rire dans ce que Boris a raconté, c'est quand il dit qu'il mange pas 2 fois la même chose sur une semaine, sur les 14 repas, parce que moi, je mange tout le temps la même chose. J'ai réussi à trouver mon équilibre alimentaire avec toutes les choses qui ont été supprimées et de faire attention au processus inflammatoire et la bonne digestion avec les intestins et le foie, ce qui paraît être tout un cirque, mais maintenant j'y pense même plus et j'ai trouvé mon alimentation, elle est extrêmement répétitive dans le sens où je mange tous les midis une assiette composée de riz, de légumes et la protéine, c'est soit le tofu, du poisson ou des légumineuses. Alors, quand on dit comme ça, c'est la même assiette tous les jours, mais évidemment, dedans, il y a toute la variété du choix du riz, du choix des légumes, du choix de la protéine, des huiles et des petites choses qu'on rajoute dessus, des herbes fraîches, des graines, des algues. Donc, finalement, mon assiette est toujours construite de la même façon, mais évidemment, avec des ingrédients qui changent au gré des saisons et selon les différents multiples petits choix. Voilà, donc je voulais le repréciser parce que voilà, il n'y a pas de solution universelle. C'est aussi ça qu'il faut retenir dans tout ça. Et chacun recompose en fonction de ce qui convient et de ce qui ne convient pas. Et pour ce qui est du pot-au-feu, alors j'en profite de ce nouvel épisode pour dire que voilà, à cause de Boris, me revoilà qui mange de la viande. Il m'a redonné vraiment ce pot-au-feu partagé avec lui dans ce restaurant du fin fond de la campagne du Pays de Brême, m'a vraiment redonné le goût. C'est tellement bon, un bon palon. Que lors de l'épisode, je venais d'en faire un, comme je l'ai raconté. Et là, je viens, il y a quelques jours, d'en refaire un. Et je peux vous dire que toute la semaine, j'ai mangé 5 fois du pot-au-feu. Et tous les midis, quand j'étais en train de faire mon assiette pour la faire à réchauffer, je rigolais en pensant à Boris parce que je disais...
Ah mais non, mais moi je mange pas 5 fois la même chose tous les jours. Hein. Et moi j'ai mangé 5 fois mon pot-au-feu. Et j'avoue que là à la fin j'en pouvais plus. Et bon, 3 fois ça va, mais 5 fois ça fait beaucoup. Mais quand on cuisine pour soi tout seul, et surtout des préparations longues comme de la viande mijotée, on n'en fait pas que 2 parts. Ouais, donc voilà, donc j'ai beaucoup rigolé cette semaine en pensant à Boris parce qu'à chaque fois je disais, bah, mon pauvre Boris, si tu étais là, tu mangerais encore la même assiette. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons reprendre la conversation avec Carole Babin-Cheveille, qui est auteure et facilitatrice en intelligence collective, Le monde des possibles. Elle dit, le futur, c'est nous qui le fabriquons avec nos cheminements et comment nous prenons nos engagements dans les transitions. Moi, j'écoute mon ventre. Elle est l'auteure de 2 livres que j'aime énormément. Dites à l'avenir que nous arrivons, la révolution des conspirateurs positifs, qu'elle a écrit avec Mathieu Baudin de l'Institut des futurs souhaitables. Et puis tout récemment, Cheminer avec le vivant, écrit à partir de la vie et de l'expérience de Didier Delaporte de la ferme du château de Villerville lors de ses conversations pendant le confinement en 2020. Alors, je reprends l'interview justement où on va parler de la ferme de Villerville où je vais moi-même acheter mes légumes. Voilà, on écoute. Alors, pour revenir encore à la ferme de Villerville, moi, je vais acheter mes légumes là. J'habite à Trouville depuis 2 ans et demi maintenant. J'ai fait un peu le tour. J'habitais sur Merville-Franceville et j'ai dû venir ici pour un problème d'appartement. Et donc, là, une des premières choses que j'ai faites en 2019, c'était de commencer à chercher des fermes pour réorganiser mon approvisionnement, puisque les légumes, c'est vraiment une grosse partie de mon alimentation. Et finalement, j'ai atterri à la ferme de Villerville. Je vais chez quelques autres, mais mon favori, c'est vraiment cette ferme-là, parce que là, l'abondance a vraiment un sens. Hein. Quand on parle de permaculture, on parle d'abondance. Et ça peut être abstrait, mais quand on va à la ferme de Villerville, c'est vraiment très concret. Je suis hallucinée à chaque fois quand je vois tous les légumes qui nous sont présentés et puis les autres produits, puisque la dame crée des partenariats avec d'autres producteurs pour le pain, des fromages, etc. Donc on a vraiment une richesse, une abondance là, qui est fabuleuse. La dame, c'est Isabelle. Voilà, j'ai eu un trou de mémoire du prénom. La femme de Didier, et c'est aussi Hélène, leur fille, et Étienne, leur gendre, puisque c'est Hélène et Étienne qui sont en train de reprendre la ferme. Ouais. Donc on a vraiment 4 personnes qui sont en congruence, en cohérence, et qui co-créent tous les 4 un écosystème vivant. Bien sûr. Et ils ont même créé il y a quelques années un jardin partagé en mettant à disposition une partie du terrain pour créer un jardin partagé qui est géré par une association. Alors moi j'en fais partie depuis quelques mois, mais malheureusement j'y suis pas allée cet été parce que j'ai été submergée par des nouvelles allergies au pollen que je comprends pas bien et c'est un nouveau problème qu'il va falloir que je règle. Mais du coup j'ai pas beaucoup participé, donc là maintenant je vais y aller. Moi ça me dérange pas quand il pleut et tout ça. Le rendez-vous, c'est le dimanche matin pour pouvoir se retrouver. Donc là, je suis bien décidée à mettre ça comme un rendez-vous incontournable. Donc, on peut dire que j'ai pas grand-chose à raconter, moi, pour l'instant, sur la vie du jardin partagé. Je crois que votre mari est très impliqué et vous y allez aussi un peu. Alors, dites-nous un petit peu ce que ça représente pour vous, cette aventure du jardin partagé de la ferme de Villerville. Alors, c'est un jardin qui a été créé en avril 2016 sur l'initiative de 3 personnes. Isabelle de la Porte, mon mari et une 3e personne du village, qui sont tous les 3 ont été suivre un stage sur ce type de projet à Caen. Aujourd'hui, il compte 80 adhérents, ce qui est pas mal pour un village de 700 personnes. Ouais. Sachant que dans les faits, il y a plus de sympathisants que d'acteurs, puisqu'il y a à peu près une vingtaine de membres qui s'y inscrivent. Donc, l'une des particularités, c'est que ce jardin
fonctionne sur un collectif qui discute et arbitre ensemble sur tous les sujets. Donc tout le travail, toutes les récoltes, tout est partagé, sachant que l'ensemble repose sur les principes de la permaculture. Moi, je n'y fais pas grand-chose, je suis très peu active, plus spectatrice, pour être honnête. Mais par contre, je suis avec beaucoup d'intérêt leur projet, d'abord parce que la proximité avec mon mari fait que je suis au courant de beaucoup de choses, mais surtout, je vois ce qu'ils arrivent à créer. Et bien au-delà d'un jardin hyper abondant, hyper merveilleusement beau et qui a déjà plein d'atouts en soi, déjà, tout ça, ce sont de vrais atouts, ils y font aussi beaucoup d'expérimentation. Alors, par exemple, 2 fois par an, il y a une fleuriste qui est fleuriste de l'ambassade britannique, qui fait partie de l'association, qui vient donner des cours de bouquet, par exemple. Et un autre projet, c'était une céramiste qui fait des choses merveilleuses, qui a proposé une fois de faire sa céramique le temps d'un week-end, et donc il a fallu créer un four sur le jardin partagé. Il y a eu une autre membre qui est passionnée de cuisine, qui régulièrement utilise les produits du jardin partagé pour faire les repas et la cuisine du festival de théâtre qui se tient 1 fois par an dans le village. Vous voyez, il y a comme ça plein d'expérimentations. Ce qui est sûr, c'est que depuis 5 ans, moi j'y vois d'abord plein d'initiatives, mais j'y vois aussi beaucoup de personnes qui ont retrouvé le sourire à pratiquer avec régularité ce groupe qui est très chaleureux. Et vraiment, je suis très admirative et de leur travail et de ce qu'ils savent inventer en avançant pas par pas en collectif. Oui, et c'est une référence, ce jardin partagé est une référence parmi les jardins partagés de Normandie, et je pense en général aussi en France. Alors moi, j'ai l'idée de créer un tiers-lieu sur le modèle de l'économie sociale et solidaire, et pour aller plus loin sur cette idée du mieux vivre avec la maladie chronique, mieux vivre avec la santé. Pour l'instant, je suis bien incapable de faire un pitch, puisque vous connaissez le fonctionnement des incubateurs. Moi, je suis au début du raisonnement, de la réflexion sur mon projet, et je ne sais pas bien comment en parler, mais si j'ai voulu faire ce podcast, c'est justement pour mettre un premier pas en avant, et puis voilà, partager avec des experts qui sont sur ces champs d'intérêt. Et vous avez évoqué tout à l'heure que les fondateurs du jardin partagé de Villarville ont fait une formation à Caen. Alors c'est l'ARDES, la structure qui les accompagne et qui m'accompagne aussi sur mon projet. Et moi-même, je vais suivre une formation sur les jardins partagés dans quelques semaines avec Jean-Baptiste Cazin et toute l'équipe de l'ARDES. Génial. Donc, forcément, je vais faire des épisodes sur le sujet parce que je pense que mon idée de tiers-lieu va commencer par se matérialiser par un jardin partagé, certainement sur les plantes médicinales et puis peut-être les légumes comme première matérialisation concrète. Alors moi, je vais pas du tout faire ça à Trouville puisque je compte partir vivre dans la Manche. Donc voilà, mon podcast est un premier pas pour ça, et je le dis par petites touches en fonction des invités que je reçois. Et là, comme on parle du jardin partagé de Villarville, c'est une énorme référence, et moi pour l'instant je me sens très humble devant un tel projet, et pour l'instant je me forme, je regarde ce que font les autres, etc. Et je trouve ça d'une très très grande richesse, parce que comme vous disiez tout à l'heure, il y a à la fois le fait qu'on va récolter des poireaux ou des patates ou tout ça, mais c'est surtout le lien humain qui se crée. Les quelques fois où je suis venue, c'est ce que j'ai ressenti, et quand j'avais parlé aux différentes personnes que j'ai rencontrées, dont votre mari, j'ai découvert après que c'était votre mari lors de la soirée de dédicace, mais je lui avais parlé un petit peu quand j'étais venue me présenter. Moi en fait, j'y vais pas pour avoir des légumes, quoi. Les légumes, je les achète à la ferme, et puis voilà, c'est pas ça mon souci. Moi, c'est pour vivre une expérience humaine et puis apprendre comment on conçoit ça, quoi, en fait. Moi, j'ai une formation agricole, donc je connais bien tous
tout l'aspect technique agricole, même si évidemment j'ai plein de choses à apprendre avec la permaculture, mais c'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi, c'est comment on anime ce groupe-là et comment on vit ensemble dans un projet partagé. Alors au bout du compte, on va avoir des radis et puis des salades, mais on va surtout avoir de la joie et c'est ce que vous avez évoqué. Donc moi, c'est ça qui me plaît. Et à ma petite échelle, quand je serai dans la Manche l'année prochaine ou dans 2 ans, c'est ce que je veux mettre et montrer que quand on est malade chronique, on peut faire du jardin et qu'on peut partager et qu'on peut se rassembler autour de ces valeurs-là de solidarité et remettre de la joie. Alors tout ça nous amène petit à petit vers la fin de notre interview et comme vous le savez, je pose 2 questions identiques à tous mes invités. Alors la première, justement, c'est comment vous faites le lien entre votre santé et l'alimentation? Alors, moi, j'ai un corps très bavard. J'ai pas mal d'allergies aussi. J'ai un mari qui a été touché à 3 reprises par un cancer. Donc, c'est des sujets qu'on s'est beaucoup posés. Hein. C'est des questions qu'on s'est beaucoup posées. Donc, c'est devenu progressivement au fil des années une évidence, même si ce n'était pas parti pour. Donc, déjà, on est très basiquement à manger bio, local, de saison, ça c'est sûr. Moins de viande et de poisson. Bon, là, vous retrouvez toute notre palette aussi de congruence avec un système écologique mondial aussi, évidemment. On cuisine énormément et j'ai aussi envie de dire que c'est souvent quand je suis en paix avec moi que ça se passe mieux au niveau alimentaire. Là encore, me laisser des libertés, d'écouter, de prendre, de ne pas prendre. Le plus difficile finalement, c'est l'entourage. Mais alors, je crois que tu étais allergique à ça, mais t'en manges. Ou je crois que tu n'étais pas allergique. Bon. Eux, ils sont en difficulté, en fait, parce que je suis en souplesse. Et il y a des moments où il y a des choses qui passent, des moments, des choses qui ne passent pas du tout. Mais c'est énormément lié à comment je vais, dans ma tête et dans mon corps. Donc, le lien, il est très évident pour moi. Pas facile, toujours à capter. En tout cas, source d'observation permanente et source d'attention permanente. Ouais. Ouais, j'ai fait ce chemin-là aussi. Maintenant, après avoir supprimé 56 trucs, le gluten, le sucre, le lactose, etc., moi, je vais quand même beaucoup mieux que par rapport aux années pires, 2010. Je fais des exceptions et comme vous, des fois, j'aime manger des bonnes pâtisseries. Hein. À Caen, par exemple, il y a Alban Guimet qui est un fabuleux pâtissier et avec ma copine Anne-France, on mange des pâtisseries de chez Alban Guimet et à chaque fois elle me dit dis donc pour quelqu'un qui est intolérante voilà, tu es intolérante quand tu veux. Non, c'est parce que là ça va beaucoup mieux et que si dans le mois je vais manger une pâtisserie d'Alban Guimet, voilà. Ça va pas me faire du mal quoi. Par contre si je mange des chouquettes de la première pâtisserie venue et que j'en mange toutes les semaines ou j'achète des chouquettes chez Carrefour ou enfin des trucs assez bas de gamme, là oui à la première chouquette je vais avoir mal au ventre, hein. Ça c'est sûr. Donc, voilà. C'est une question de gérer dans la globalité et ça, c'est certain. Et pour terminer, alors bien évidemment, on reviendra sur ces histoires de jardins partagés et je parlerai un peu plus du jardin de Villerville et de mon projet de jardin partagé dans la suite des épisodes du podcast et c'était une super occasion de faire un focus sur ce point-là notamment. Voilà pour ce qui est de Carole Babin-Chevet. Merci. Alors, nous continuons avec Franck Cheng, qui est directeur-créateur de l'agence de communication globale Ignative à Bordeaux et associé à un tiers-lieu, La Possiblerie, et allié à l'Écosphère à Gélos à Bordeaux. Bref, Franck est quelqu'un qui travaille en cercle et il dit que justement travailler en cercle, c'est conjuguer les potentiels et faire preuve de résilience au profit de chacun et du nous, alors que les notions de hiérarchie et de concurrence, ça ne fait avancer personne. Voilà, j'étais émerveillée quand il raconte toutes ces histoires de cheminement, d'écosystème, la raison d'être de son agence de com et ses engagements, et puis comment
comment il s'est investi dans ce projet collectif de la Possiblerie, qui est un espace paysan collaboratif en faveur du changement. C'est un tiers-lieu au cœur des vignes en Gironde, et c'est sûr que si j'habitais toujours à Bordeaux comme dans les années 2000 jusqu'à 2012, j'aurais fait partie de cette vie collective avec beaucoup de joie. Alors, comme pour les autres invités, je reprends la présentation de ce qu'il a dit un petit peu avant la fameuse question du lien entre l'alimentation et la santé, parce que finalement, c'est pour montrer dans quel contexte arrive la réponse. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça montre le schéma de pensée et la congruence dans l'écosystème. Et là, comme Franck est vraiment à fond dans ces notions d'écosystème, on l'écoute avant la fameuse question. Alors, ouais, là, c'est un vaste sujet, vaste question. Écoute, en tout cas, tel que je le vis, moi, la Possiblerie, si tu veux, j'y trouve toutes les choses essentielles à ma santé aujourd'hui. Alors, en gros, c'est quoi? Je me suis questionné là-dessus et je me suis dit déjà, de manière très globale, très générale, on a fondamentalement besoin d'amour. Et en fait, c'est ce que peut offrir un collectif grâce au partage et à la bienveillance. Ensuite, pour ma part, je suis assez attaché aux enfants, autrement dit à la transmission. Et quand il est question de domaine agricole, de possiblerie, de terre, de faire des choses participatives, en fait, tu transmets, quoi. On est là pour transmettre. Et moi, quand on est à la Possiblerie et que le samedi, on se réunit avec des familles pour entretenir le jardin, la bâtisse, et que les enfants sont là, qui nous voient faire des choses ensemble, et qu'on prend le temps de leur expliquer pourquoi il y a des arbres au milieu des vignes, ou pourquoi on fait des choses ensemble, pourquoi là il y a des papillons sur ces fleurs-là, etc. Et qu'on peut leur raconter une vision systémique des choses. En fait, je pense que ça les nourrit, les enfants. Et il faut qu'on leur inculque, selon moi, ce type de valeurs. Et puis après, écoute, j'y trouve... ce que je trouve important pour la santé, c'est la terre. Parce qu'elle nourrit le corps. Donc, quand tu fais attention à la terre, tu fais attention à l'individu, aux êtres humains. Et puis après, ce que j'espère qu'on apportera aussi progressivement au sein de la Possiblerie, c'est la culture. Parce que tu vois, la terre, elle nourrit le corps, et la culture, à mon sens, elle nourrit l'âme. Et on a besoin des deux. Donc finalement, tout ça, ça va ensemble. Donc pour moi, si tu veux, le amour, enfant, terre, culture, c'est un petit peu mon carré magique. Et ma vision de la Possiblerie et d'y vivre, parce que voilà, c'est pas uniquement un lieu de travail, c'est un lieu de vie, quoi, en fait. Voilà. Eh oui, c'est une belle image, une belle inspiration, ce que tu nous racontes. Alors, avant d'arriver vers la conclusion de notre épisode, est-ce que tu veux nous partager des news pour les prochaines semaines? Comment tu envisages ce début d'année 2022? Enfin, voilà, quel est ton champ des possibles? Écoute, alors, sous l'angle collectif, je pense à mes copains là, de la Possiblerie, pour leur faire un petit clin d'œil. Je peux annoncer que Lisa Ribé, son atelier de cuir recyclé, va lancer son site e-commerce là, dans les semaines à venir. Donc, je suis très content pour elle, parce que je sais que c'est un long cheminement aussi. Voilà, Lise, elle est sur 2 métiers en même temps. C'est une communicante comme toi et moi. Ouais, je l'ai connue aussi dans le temps. Elle change de métier, donc je suis super content pour elle. Voilà, son style, ça matérialise beaucoup de choses dans son chemin. Voilà, sinon, l'actualité à venir, c'est tout frais, mais on parle en ce moment de tous les acteurs de la Possiblerie. Tu vois, on avait une réunion hier à ce sujet. On se dit qu'il est bientôt l'heure de créer une coopérative, une association, enfin quelque chose qui vraiment nous fédère d'un point de vue du statut, économique et tout ça. Enfin, on n'a pas encore cette structure. On est juste des entreprises individuelles et on va mettre en place une coopérative. Donc, on est content de ça.
Une coopérative d'entrepreneurs, c'est ça Ouais, je ne sais pas encore quel sera le véhicule. Est-ce que c'est une association, une coopérative? Je ne sais pas encore. On est plutôt, comme je te le disais tout à l'heure, à se demander pourquoi plutôt que comment pour l'instant. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle forme ça va avoir, mais on sent que ça mûrit bien. Voilà. Donc, ça va être notre prochain chantier tous ensemble. Bon, ben, super. J'ai 2 intervenantes dans le podcast qui ont parlé de coopérative, qui ont parlé aussi comme toi hein, d'intelligence collective. C'est Libye et Laurence dans les premiers épisodes du podcast qui ont parlé de coopérative d'entrepreneurs et je remettrai qu'on fasse le lien sur l'explication de ça en particulier. Eh bien, écoute, c'est un super partage et je suis émerveillée par ce que tu nous as raconté. Mais avant de terminer, il y a les 2 questions identiques que je pose à tous les invités du podcast. Alors, tout d'abord, dans ton quotidien, comment tu fais le lien entre ta santé et ton alimentation? Écoute, en fait, j'ai eu plusieurs déclics sur le côté santé et alimentation. Déjà, il y a quelques années, je me suis mis à pratiquer l'apnée, tu sais, la nage, piscine, apnée, tout ça, voilà. Et en faisant cette discipline, j'ai découvert qu'il fallait faire attention à sa digestion, à son alimentation. Ouais, c'était important, tu vois, voilà. Et donc finalement, j'ai modifié par le biais de l'apnée. Ça a été l'outil pour me poser des questions et tenter des choses qui font que je me sens mieux aujourd'hui, tu vois. Voilà. Alors là aussi, c'est des choses, c'est perso, hein, mais je me suis aperçu qu'avec moins de blé, moins de gluten, tout ça, tu vois, j'étais moins fatigué. Je me sentais mieux que le fait de boire du lait végétal plutôt qu'animal. Moi, personnellement aussi, ça m'a aidé. Quand j'avais des petits coups de fatigue pour le sport, tout ça et tout, ou pour le travail, je me suis mis à boire des infusions gingembre ortipiquantes, tu vois, c'est des choses qui m'ont fait du bien, voilà. Et puis après, dans les déclics aussi, tu vois, à un moment, je me suis aperçu, j'ai appris que de la quantité colossale d'eau et de céréales qu'il fallait pour élever du bétail destiné à être mangé, enfin, ça m'a vachement interpellé. Ça fait réfléchir, ah oui. Ça fait peur quand on regarde ça. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais tout ce que je peux te dire, c'est que ça a été un choc. Et je me suis dit, tiens, parfois, plutôt que de manger de la viande, est-ce que je ne peux pas directement manger la céréale, quoi, plutôt, tu vois voilà. Alors, je ne te dis pas que je ne mange plus de viande, j'en mange toujours, mais j'en mange moins et je me questionne. Voilà, je fais attention. Tu vois, voilà, tout ce genre de choses. Et tout ça, c'est lié de façon à ma santé. Hein. Ça se ressent, moi, sur mon bien-être, mon énergie, ma digestion. Voilà. Ce que je peux te dire là-dessus. On retombe toujours sur ces histoires de gluten et de lactose. Moi, j'ai fait ce chemin-là de façon un peu violente par rapport à la fibromyalgie, où moi, c'était vraiment au niveau de la digestion où se localisait le problème. C'était dans mes années à Bordeaux et c'était difficile de concilier une alimentation avec la gastronomie d'Aquitaine, qui est quand même très riche et très grasse, il faut le dire. On mange quand même du foie gras très régulièrement. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivée en Normandie, où je n'en ai plus jamais mangé. Mais l'air de rien, quand on mange dans les restos à Bordeaux, on mange du foie gras à peu près toutes les semaines sans s'en rendre compte, quoi, hein. Ou du magret, etc. Et quand on commence à se poser un petit peu des questions sur l'écosystème de tout ça, on voit bien qu'on retombe sur les mêmes choses. Tu n'as pas parlé des légumes, mais comme il y a un maraîcher dans la possiblerie, j'imagine que tu es sur des légumes bio locaux et de saison aussi, et ça, c'est une grosse chose. Tu fais bien de le dire. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident aujourd'hui dans mon quotidien que je tu as oublié de le dire, c'est pour ça que je te reprends, parce que c'est la base. Et quand on commence par ça, c'est là qu'on tire le fil et qu'on s'aperçoit que on a des inflammations, des ballonnements et tous les dysfonctionnement de la digestion. Et puis tu as évoqué l'impact sur l'énergie, on tire tous les mêmes conclusions, et je suis contente parce que chacun de mes invités le disent, et
c'est difficile à faire comprendre aux malades chroniques. C'est paradoxal, mais dans le coaching que je fais auprès des malades chroniques, je m'aperçois que ce lien est très difficile à faire, alors qu'il est tellement évident pour les gens qui sont en bonne santé. Donc, c'est aussi ce que je veux faire passer dans le podcast, c'est que, voilà, justement, quand on est en bonne santé, c'est qu'on s'est posé ces questions-là et on n'est pas allé au bout du bout de dérégler une homéostasie et de pas pouvoir revenir à un équilibre en santé. Hein. C'est ça la maladie chronique, c'est qu'on ne peut pas rétablir une homéostasie entre guillemets parfaite. Donc, j'attire l'attention aux malades chroniques qui écouteront encore une fois, voilà, encore une fois, un invité qui dit bien que c'est ça le lien, quoi. Donc, merci pour ce partage. Ouais. Oui, merci Franck pour cette super interview. Et le petit clin d'œil, c'est que quand j'étais à Bordeaux, je faisais des soirées et des repas régulièrement au restaurant avec mon club networking et gourmandise et qui était finalement pour moi une façon de mettre en lien des planètes. Et c'est ça que j'aime faire et Franck faisait partie de l'ensemble de cette communauté. Donc, je suis heureuse de maintenant partager avec lui dans la nouvelle communauté que je suis en train de créer et de voir tout le cheminement qu'il a pu faire pour travailler sur le modèle de l'intelligence collective. Ça a été un vrai ravissement de l'entendre nous partager son cadre de référence. Donc voilà, merci Franck. Alors pour terminer cette série des 10 premiers invités et puis ce remix 5 épisodes, on termine avec Anne-France Aumont qui est coach et formatrice à l'atelier des talents à Caen. Et évidemment, Anne-France Aumont est une invitée un petit peu particulière puisque nous sommes rencontrés lors de notre formation de coach en 2018. Et puis depuis, on s'est co-coachés l'une l'autre et j'ai fait tout un chemin avec elle en tant que coachée. Et c'est elle qui m'a beaucoup aidée à arriver à faire mon coming out sur la maladie puisque je n'en parlais jamais et à écrire mon livre en 2019. Et puis, cette année, on a partagé l'aventure du podcast ensemble puisque on a fait une formation ensemble et lancé chacune notre podcast. Et puis, elle a été ma première invitée sur la saison 1 du podcast que je vous invite à retourner écouter. Alors là, ce sont des très courts épisodes de 5 à 10 minutes où je fais une revisite de ce fameux livre de témoignages et c'est des petits focus sur des points et je pense que malade ou pas, ça parle à chacun pour décrypter son écosystème de vie. Donc, je remercie encore Anne-France Aumont de tout, de la patience, la bienveillance et la pertinence qu'elle a pu m'accorder pendant ce cheminement, ma propre transformation. Et voilà, donc je voulais souligner en quoi c'était une invitée tout à fait particulière et qui viendra terminer chaque trimestre les prochaines séries du podcast. Comme ça permet de faire une boucle. Alors, on va l'écouter nous parler de son lien avec l'alimentation et du coup, vous verrez aller dans une actualité un peu brûlante. Alors, on va l'écouter. Alors bon, pour terminer, tu sais que tous les invités ont la même question, donc tu ne vas pas y couper. Il y a 2 questions identiques pour tout le monde. Dans ton quotidien, comment fais-tu le lien entre ta santé et ton alimentation ? Alors, ta question ne peut pas tomber mieux, enfin au meilleur moment, si je puis dire, parce que j'ai eu, je vais dire quand même parler un peu de malchance quand même. J'ai eu la malchance d'avoir des douleurs dorsales, une crise inflammatoire dans le dos il y a peu de temps, et je suis allée voir mon médecin qui m'a dit alors, qui m'a fait un traitement et puis qui m'a dit Anne-France, voilà, maintenant ça va être régime sans lactose et sans gluten, il faut tester ça.
Et là, je l'ai regardé, je dis, pardon, vous rigolez, sans gluten, ça, bon, d'accord, je me faisais déjà un peu attention. Sans lactose, je dis, ça veut dire quoi exactement? Oui, et là, il commence par me dire, pas de lait, je lui dis, j'en bois pas. Donc là, ouf. Après, il me dit, pas de crème. Comment? Pas de crème fraîche? Ah non, surtout pas. Pas de beurre non plus. Comment je fais? Et là, je lui dis, mais comment je fais, moi? Je viens de la campagne, j'ai été élevée au beurre et à la crème, je suis en Normandie, puis la crème, elle n'est pas liquide, hein, moi, quand je la fais quand je la prends, c'est de la crème épaisse, enfin bon, c'est ça que j'adore. Et là, donc une fois qu'il m'a dit ça, je suis sortie de mon rendez-vous chez le médecin, un peu le moral dans les chaussettes, en me disant, bah, voilà, il n'a plus me rester grand-chose, qu'est-ce que je vais faire? Et là, c'est un vrai... alors, tu parles de défi, peut-être que ça, je peux mettre ça dans mon défi 2022, mais de toute façon, il faut que je commence déjà maintenant. Donc, c'est de voir comment ça se passe. Donc, ça fait déjà 15 jours, oui, un peu plus de 15 jours que je suis sans gluten et sans lactose. Et je vois déjà les bienfaits sur la crise inflammatoire. C'est que maintenant, j'arrive à dormir, je n'ai plus moins mal dans le dos et j'arrive à dormir. Donc, je me dis, ben, mon médecin est là, il a raison. Donc voilà. Donc là, s'il fallait démontrer quelque chose, voilà, ça s'est démontré. Ça n'empêche que j'ai fait hier soir, pour la première fois de ma vie, des cookies sans lactose et sans gluten. Bon, j'en ai apporté un peu à une copine ce midi. Bon, elle m'a dit, non, mais ramène-les, tes cookies. Donc, je lui ai laissé la tablette au chocolat que j'allais apporter avec en me disant, si elle n'aime pas, elle aura toujours le chocolat. Donc, voilà. Donc, pour répondre à ta question, ben, oui, ça, c'est sûr que c'est un vrai défi pour moi. Et le rapport santé-alimentation, ben, voilà, je le vis au quotidien maintenant. Et ça m'oblige vraiment à avoir une autre conception de la cuisine. Et je pensais à ça hier soir en me disant, mais la cuisine, moi, je l'ai appris avec ma mère, avec mes grands-mères, et c'est culturel, hein, c'est complètement culturel. En plus, je viens d'une famille normande. Et là, je me dis, mais il faut que je change complètement mes habitudes. Et c'est une révolution culturelle. Voilà, je suis en train de vivre une révolution culturelle d'un point de vue culinaire, d'un point de vue cuisine. Et il faut que je m'adapte à tout ça, et il faut que je fasse tout ça. Eh ben, c'est un bel effort. Eh ben, écoute, oui, c'est bien de nous le raconter comme ça parce que bah, tu sais que j'ai traversé tout ça. Moi, j'ai fait ma révolution alimentaire en 2007 quand j'étais encore à Bordeaux et je rigole hein, quand tu me racontes ça ou quand d'autres me le racontent. Moi, je rigole parce qu'il faut mieux dramatiser. Mais effectivement, on se prend une chape de plomb sur la tête en se disant mais putain, qu'est-ce que je vais manger quoi. Et tu parles de révolution culturelle parce qu'effectivement on a eu l'alimentation qu'on a appris avec nos parents. Après toute la base de notre alimentation est centrée de toute façon sur le gluten et puis très vite on s'aperçoit que tout le reste c'est du lactose. Donc voilà, et encore tu t'en sors bien parce qu'il t'a pas empêché, il t'a pas dit et le sucre hein, donc parce qu'il y a ça aussi et puis d'autres trucs allergènes avec des allergies croisées, donc soit positif, tu t'en sors encore bien. Mais ce que j'apprécie, c'est que très vite, tu as noté un bienfait. Et moi, ça me désespère de voir un petit peu la difficulté que j'ai avec mes coachés et dans ma communauté sur Instagram pour faire comprendre ça. Hein, je dois dire que je me suis fait insulter plusieurs fois à la suite à mon podcast sur la saison 2 où j'ai fait un épisode sur l'alimentation et raconté, moi, mon cheminement sur ça. Et je suis étonnée, pour pas dire effarée, de voir que des personnes qui sont plein dans la bataille de la fibromyalgie et autres de ces maladies inflammatoires ne font pas du tout le lien, ne veulent pas le faire et insultent aussi les personnes qui leur disent voilà, des pistes, des clés et voilà, parce qu'on est dans l'attente du médicament miracle et on va rien changer dans sa vie et c'est la faute à Macron, et etc., etc. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est sur ce podcast du Cercle Joyeux, j'ai été étonnée de découvrir que mes invités qui ne sont pas des malades chroniques, et ben en fait, tout le monde a eu à un moment un accro de santé, tout le monde a eu un coup de frein, là, toi, tu es en train de prendre conscience de ça et tu réagis tout de suite. Donc, c'est ça que je veux montrer, c'est qu'en fait, il faut analyser ce qu'on nous dit et réagir et s'adapter parce que sinon,
et ben, le métabolisme, l'homéostasie est beaucoup trop changée et beaucoup trop perturbée. Et puis après, on est dans des dysfonctionnements métaboliques où on ne peut pas revenir à un état de bonne santé, hein, comme c'est mon cas. Moi, je vais mieux, mais j'ai des dysfonctionnements qui sont maintenant foutus perdus. Mais j'aime bien ces témoignages-là. Tu veux raconter, rajouter? Oui, je vais ajouter quelque chose, c'est-à-dire que, en fait, mon médecin, il m'a pas dit, bon, ben maintenant, ça va être comme ça tout le temps. Il m'a dit, tester. C'est-à-dire que, voilà, il m'a dit, il faut tester. Alors, je lui ai dit en rigolant, je lui ai dit, bon, je teste jusqu'à Noël, et puis à Noël, je me lâche. Il n'a rien dit parce que c'est un homme sage et il s'est dit je ne vais pas lui casser le moral tout de suite. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est en testant qu'on se rend compte. Hein. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de tester. Et si ça fait du bien, bon, bah, pourquoi pas. Si les personnes, ça ne leur fait rien, bon, elles peuvent réagir autrement, mais il faut tester quand même. Le problème, c'est que plus on est embourbé, plus la correction est noyée dans l'embourbement. C'est cette comparaison qui vient. Et malheureusement, quand on est diagnostiqué fibromyalgie ou les autres maladies voisines inflammatoires, on est énormément embourbé avec plein de dysfonctionnements. Donc moi, je l'ai bien vu dans des coachings quand on a discuté de ça avec les unes et les autres. Quand on revient à la séance d'après au bout d'une semaine et qu'on me dit non, mais moi j'ai arrêté de manger du gluten, ça me fait rien du tout, donc je vais continuer à en manger et puis je vais rien changer de mon alimentation. C'est là le drame, c'est que on est tellement embourbé. Moi, ça a mis à peu près 10 ans. 10 ans. Mais pendant ces 10 ans-là, ça n'a pas été noir et blanc entre le premier jour et puis 10 ans plus tard, il y a eu un bon effet. C'est que les effets, ils se font petit à petit et il faut être très vigilant pour les observer. Et voilà. Et quand tu dis, toi, bah oui, mais après à Noël, je vais faire la bamboche. Ben non, tu ne le feras pas parce que tu vas t'apercevoir du bienfait que ça t'a fait et tu vas avoir le mal qui va revenir si tu te remets en inflammation, tu vas tout de suite le sentir. Et là, tu as la chance d'être sur une inflammation circonscrite et pas sur un bordel tous azimuts comme quand on est diagnostiqué fibromyalgie. Donc, c'est bien de mettre le doigt sur ça. Bon, bah écoute, moi, je comptais qu'on allait manger des gâteaux Albin Guimet pour Noël toutes les deux, qui sont très bons, mais qui sont sucrés et avec plein de lactose. Il n'y a pas beaucoup de gluten chez Albin Guimet, mais il y a beaucoup de lactose. Donc, voilà, on va manger des cookies sans gluten et sans lactose. Non, mais moi, je préfère manger une poire. Hein. C'est ça le cheminement et c'est sûr que c'est pas facile. Ça va chercher loin et ça oblige à réviser ses courses et la façon de cuisiner. Et puis après, quand on vit en famille, c'est une autre histoire. Et bon, bref, merci. Alors, je tiens à préciser aux auditeurs, comme ça sera gravé dans le marbre du podcast, nous avons annulé notre déjeuner de Noël où on devait aller dans un très bon restaurant à Caen. Nous ne ferons pas non plus notre séance de papotage avec le thé et les gâteaux d'Alban Guillemets, qui est aussi dans nos traditions à toutes les deux. Bon, la galette des rois, c'est pas dans nos traditions, donc on arrive, on va voir comment ça sera en janvier, mais voilà, des fois il faut faire des choix et ça ne nous empêche pas d'avoir nos échanges et nos discussions et puis de trouver de la convivialité et du partage autrement. Mais voilà, ce que je veux mettre en avant, c'est que le chemin de résilience, il peut être fait de choix et que parfois les choix peuvent sembler être des frustrations, mais c'est justement si on fait toujours la même chose, si on ne change rien, rien ne change. Et comme me dit mon super coach canadien Martin Latulippe, change ton histoire, change ta trajectoire. Et donc voilà, c'est tous ces petits changements-là et j'adore comment les invités, mes 10 invités ont parlé de ces sujets-là. Et puis là, pour conclure avec Anne-France qui avait justement un problème inflammatoire ponctuel, aigu, et comment elle a trouvé très rapidement les solutions pour redresser et change ton histoire, change ta trajectoire. Alors, elle a parlé de l'aspect culturel. Alors, moi, je vais finir avec un clin d'œil en vous présentant cet énorme bouquin
qui est le fameux On va déguster la France de François-Régis Gaudry. Alors, autant vous dire que moi, j'adore, j'aime d'amour François-Régis Gaudry. Je le trouve d'une sensualité, mais qui me perturbe à chaque fois que je l'écoute. Sa richesse de vocabulaire et sa façon d'analyser les choses et de présenter. Moi, j'ai commencé attaché de presse, j'ai créé une agence food et j'aurais aimé avoir en face de moi François-Régis Gaudry comme journaliste à l'époque où j'étais attachée de presse. Je pense qu'il m'aurait mis sans dessus-dessous. Bref, voilà, je fais mes confidences. Pour l'instant, j'écoute son podcast sur France Inter, son émission du dimanche et du samedi matin, je ne sais plus. Moi, je les écoute en différé, donc je ne sais plus. Mais je suis abonnée aux Franciscaines, le nouveau lieu culturel de Deauville qui présente un lieu exceptionnel, dont une bibliothèque absolument formidable. Donc, je suis en train de dévaliser voilà, les livres. Et là, j'ai pris ce gros morceau. Vous voyez, il est épais, il est lourd. Et voilà, je ne m'attendais pas à un tel livre. Et dedans, c'est des recettes, mais c'est aussi alors des trucs techniques de cuisine, mais pas mal de choses sur la culture, sur tout ce qui tourne autour du manger. Et comme Anne-France avait terminé en parlant de l'aspect culture de l'alimentation, j'aime bien ce clin d'œil-là. Alors, autant vous dire que moi, maintenant, quand je regarde ce fabuleux livre On va déguster la France, tout comme quand j'écoute le podcast de On va déguster, ça me crée une espèce de dichotomie, mais qui maintenant n'est plus douloureuse. Elle l'a été pendant un certain temps, mais maintenant elle n'est plus douloureuse. C'est-à-dire que, comme je l'ai signalé tout à l'heure, quand je répondais à Boris en lui disant que moi je mange tous les jours la même chose, mon assiette de riz, légumes cuits au vitaliseur et tofu ou poisson. Ça, c'est mon plat essentiel quotidien et tous les jours. Et c'est ce qui fait que je vais mieux et que mon inflammation a énormément baissé et que mon énergie a été relancée. Donc, quand je vois ce livre, quand je le lis avec une gourmandise, ou quand j'écoute les émissions de ce cher François-Régis Gaudry et aussi de Julie. Julie Andrieux, pour moi, est dans le même je les aime d'amour tous les deux, quoi, on peut dire. J'aime énormément le lien avec toute la richesse, le patrimoine de la gastronomie, la culture, les producteurs, les savoir-faire, etc. C'est un peu une dichotomie parce que je ne mange plus, moi, ce qu'il y a dans ce bouquin-là ou ce que Julie peut présenter. La plupart des choses peuvent être... comment dire, soit c'est trop compliqué à cuisiner et moi j'aime pas ça. Quand on est tout seul, on ne se fait pas la cuisine. En tous les cas, moi je fais au plus simple. Il y a cet aspect des choses là, et puis il y a l'aspect que voilà, la stabilité de mon métabolisme, c'est aussi le fait de manger la même chose tous les jours. Donc je ne sais pas comment l'exprimer, cette histoire de dichotomie, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche pas toute la culture, toute la richesse, et ça n'empêche pas de s'y intéresser, et ça n'empêche pas de dévorer avec gourmandise toute la sensualité de Gaudry, toute la curiosité de Julie Andrieux et des autres, qui peuvent nous présenter des choses intéressantes dans la diversité culinaire. Donc, autant j'avais fini l'épisode précédent en montrant le fabuleux livre La Bible de la permaculture de la ferme de Béquéloin de Charles et Perrine Gruyère, Hervé Gruyère. Autant là, j'ai voulu terminer avec ce livre qui
ne correspond pas à ce que je mange, ne correspond pas à ma vision de la santé et de l'alimentation, mais que j'aime dévorer avec gourmandise parce que derrière, il y a toute la richesse d'une culture, d'un savoir-faire, d'une convivialité, d'un patrimoine et de la vie, quoi, du vivant, qui peut prendre tellement de multiples formes. Donc voilà, c'était mon clin d'œil du jour avec ce livre qui pèse lui aussi 3 tonnes. Et je remercie les franciscaines, le fabuleux centre culturel de Deauville, pour la richesse de sa bibliothèque et la qualité de sa sélection dans la bibliothèque. Voilà, je termine cet épisode de Remix en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on arrive tout droit vers Noël. Le prochain épisode, je vais faire un bilan sur le podcast et puis après je vous ferai deux petits épisodes de cadeaux et on repartira en 2022 en changeant un petit peu, change ton histoire, change ta trajectoire. Je vais faire évoluer un petit peu ce podcast en fonction du bilan que je vais dresser, à la fois seule mais aussi avec mes invités, et je vous tendrai la parole, chers auditeurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci, et je vais terminer par bon appétit, bien sûr. Ben oui, c'est un clin d'œil et peut-être que les moins de 40 ans ne comprendront pas, tant pis. Voilà, allez, salut, à plus, roule ma poule.